Économie le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, l'anniversaire d'une catastrophe qui a mis en lumière le côté obscur de l'incroyable essor de l'industrie textile au Bangladesh. Il y a un an, plus de 1100 personnes périssaient dans l'effondrement d'un immense atelier en mauvais état. Les leçons du drame ont-elles été tirées? On fait le point dans un instant. Et puis un bond en arrière d'un quart de siècle, c'est le 21 avril 1989 qu'apparaissait au grand jour la Game Boy de Nintendo. Révolution technologique, la première vraie console de poche, révolution culturelle et économique, c'est elle, la mère de l'industrie du jeu vidéo portable, et on y revient dans quelques instants. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour du monde de l'actualité économique pour commencer. Et à la une situation qui se dégrade plus vite que prévu en Russie. Le spectre d'une récession se rapproche plus que jamais. Ce sera peut-être dès le deuxième trimestre, à en croire le ministère des Finances à Moscou. L'estimation pour le premier trimestre indique une variation de moins 0,5% par rapport aux 3 derniers mois de 2013. Du coup, une récession technique n'est pas exclue pour les 3 prochains mois. Le modèle de croissance actuel s'essouffle. Il repose, on le sait, sur les exportations d'hydrocarbures. Et la crise ukrainienne n'a fait qu'aggraver ce ralentissement de l'économie. Moscou s'attend aujourd'hui à une croissance nulle pour 2014. Du chemin, il en reste aux Japonais et aux Américains pour enfin parvenir à un accord de libre-échange. Les discussions se poursuivent entre les deux pays pour poser les bases du fameux partenariat transpacifique qui pourrait réunir une douzaine de pays d'Asie et d'Amérique. 12 pays qui couvrent à eux seuls 40% du PIB mondial. Et pour cela, un accord commercial entre Tokyo et Washington est essentiel. Des représentants américains sont sur place cette semaine au Japon avec des espoirs. Nous sommes certains que la conclusion d'un accord se traduira par une croissance réelle de l'emploi, une vraie prospérité économique, non seulement pour vous, ici, dans cette région, mais pour nous aux États-Unis. Il y a un engagement fort des États-Unis dans cette région, tant au niveau exécutif que législatif. Nous croyons que notre prospérité en Amérique est liée à la croissance de cette région et l'alliance américano-japonaise joue un rôle fondamental. Voilà une alliance transpacifique dont est notablement exclue la Chine. Grosse lutte d'influence entre Pékin et Washington autour du Pacifique. Et en tout cas, le temps presse pour le Japon qui affiche en mars un déficit commercial record, l'équivalent de 10,2 milliards d'euros sur un an. Un déficit multiplié par 4. En cause, un bond de 18% des importations. Il faut dire que le yen a perdu quasiment 9% de sa valeur face au dollar sur la même période. Et dans le même temps, la croissance des exportations est au plus bas, plus 1,8% seulement en valeur. Et elle diminue en volume malgré donc cette dépréciation de la monnaie japonaise. En Europe, de l'optimisme du côté du Portugal. Le FMI estime que les perspectives économiques s'améliorent pour Lisbonne, alors même que le programme d'aide internationale touche à sa fin. Alors le taux de chômage reste au-dessus des 15%, mais le déficit budgétaire a été ramené à 4,9% du PIB, mieux que les 5,5% visés initialement. L'objectif à 2,5% pour 2015 semble du coup réaliste. Le Portugal, qui prépare son retour sur le marché obligataire, doit toutefois maintenir le rythme des réformes et de l'austérité selon ses créanciers UE, FMI et BCE qui entament aujourd'hui leur ultime examen. Un mot de l'industrie pharmaceutique pour signaler que le géant britannique GSK revend sa division oncologie au Suisse Novartis pour 16 milliards de dollars. GSK qui va racheter à l'inverse la branche vaccin de Novartis. Le montant pourrait atteindre 7 milliards de dollars. Et puis en Israël, la semaine de fête de Pessah s'est achevée hier soir et l'activité économique retourne à la normale avec des chiffres très encourageants pour le commerce extérieur. Les exportations israéliennes vers l'Extrême-Orient devraient dépasser cette année celles des États-Unis. Et ce serait une première. Elles sont attendues en hausse de près de 5%. L'Asie pourrait peser un quart des exportations israéliennes d'ici 4 ans. Deux groupes portent une bonne partie de ces résultats, Israel Chemicals et la branche israélienne d'IBM. En moins de 20 ans, le Bangladesh, 160 millions d'habitants, est devenu l'un des acteurs majeurs de l'industrie mondiale du textile. 76% de ses exportations en sont issues pour plus de 20 milliards de dollars. Mais le prix de cette ascension fulgurante est lourd. 1130 morts il y a un an dans l'effondrement d'une usine en mauvais état. Alors dans ce pays, 4 millions d'ouvriers, des forçats, payés souvent moins de 40 € par mois, confectionnent dans des conditions de sécurité d'un autre âge des vêtements pour les grandes marques occidentales. Regardez. Pas à pas, des mois d'efforts intenses pour réapprendre à marcher. En avril 2013, Rihanna a perdu ses jambes dans l'effondrement de l'immeuble d'atelier textile du Rana Plaza, dans la banlieue de Dhaka. La pire catastrophe industrielle du Bangladesh.
Je suis vraiment en colère parce que les propriétaires savaient que quelque chose clochait au 5e étage de l'immeuble. Ils m'ont vu aller au 10e étage, mais ils ne nous ont pas avertis. Ils n'ont pas fermé l'atelier textile, ils nous ont même dit « L'immeuble va rester debout pendant encore 10 ans et rien ne va lui arriver ». Plus de 1100 ouvriers du textile sont morts dans l'effondrement de l'immeuble de 9 étages et 2000 ont été blessés. La catastrophe a attiré l'attention sur les conditions de travail et de sécurité déplorables du secteur. Les ouvriers bangladais travaillent jusqu'à 12 heures par jour et sont parmi les moins payés du monde. Le gouvernement a donc relevé de 77% le salaire minimum, aujourd'hui à $68 par mois, et indemnisé plus de 900 familles d'employés tués ou amputés. La plupart des victimes fabriquaient des vêtements pour de grandes marques occidentales. Nous mettons tout en œuvre pour éviter un autre Rana Plaza, un autre accident, une autre catastrophe. Donc je suis persuadé que les marques et les acheteurs font des efforts pour s'assurer que leurs ateliers, leurs fournisseurs sont impliqués dans l'amélioration des conditions de travail. Ce petit atelier de fabrication de sacs de jute a été mis en place après la catastrophe afin de fournir un emploi aux survivants. Les profits ici sont partagés entre les employés et l'entreprise s'efforce de leur fournir un meilleur environnement de travail. Dans les ateliers textiles, les superviseurs se comportent souvent mal. Ils injurient les employés ou les giflent. Ici, c'est inimaginable. Rien de tel ne pourrait arriver ici. Beaucoup d'employés ont suivi une thérapie ou de la physiothérapie, donc ils peuvent faire des pauses de quelques heures chaque jour. Dans n'importe quel autre atelier, ils n'auraient jamais des pauses aussi longues. Incapable d'actionner les pédales des machines à coudre, Rihanna craint de ne pas pouvoir retrouver du travail et doit survivre avec son indemnisation. Mais beaucoup d'autres victimes, elles, n'ont touché aucune indemnité. Le 21 avril, une date mémorable, 2002 avec la percée du Front National, mais bien plus tôt, en 1989, c'était Nintendo qui bouleversait le marché du jeu vidéo en lançant sa Game Boy, une légende qui a conquis toute une génération. La console de poche à cartouches et à piles s'est vendue à près de 120 millions d'exemplaires. Alors comment a-t-elle inspiré l'univers du loisir tel qu'on le connaît aujourd'hui? Retour sur une épopée avec Johanna Citruc et avec la musique en prime. Des jeux en noir et blanc sur des musiques entraînantes. C'était il y a 25 ans. Le 21 avril 1989, la première console de jeux vidéo de poche faisait son apparition, la Game Boy. Une petite révolution du groupe japonais Nintendo. On trouvait ça génial, même si l'écran est tout petit. Les jeux étaient très différents des jeux actuels, mais je crois qu'on les aimait tout autant. Avec des jeux simples et efficaces, la Game Boy a séduit des consommateurs de tout âge. La Game Boy a tout simplement pulvérisé la compétition. Elle a bien mieux marché que tous les produits concurrents sur le marché à l'époque. À un certain moment, les jeux portables sont même devenus synonymes de Game Boy. Mais malgré ce succès des années 90 et les différentes versions qui ont succédé la Game Boy, Nintendo n'est plus le leader du marché de la console portative. Aujourd'hui, ce sont les smartphones et les tablettes qui ont pris le relais. Des interfaces multitâches sur lesquelles développer des jeux s'avère plutôt rentable. Le coût de la création d'un jeu pour smartphone ou tablette est beaucoup plus bas. Même avec 1 ou 2 millions de dollars, vous pouvez commencer à faire un bon jeu. Alors que les coûts de production dans le monde des jeux vidéo sont beaucoup plus élevés. Même sur le secteur des consoles de salon, et malgré le triomphe de la Wii, un boîtier capable de détecter les mouvements des joueurs, Nintendo s'est fait devancer par un autre japonais, Sony et sa célèbre PlayStation, mais aussi l'américain Microsoft qui a lancé la Xbox. L'évolution de ce qui est possible dans les plateformes de jeux jouera en faveur de ces grands acteurs du marché qui ont de nombreux clients et aussi beaucoup de données. Et donc des entreprises comme Nintendo doivent vraiment faire des changements très rapides ou peut-être se repositionner. Changer et vite. Fin janvier, Nintendo a annoncé une chute de son chiffre d'affaires de 8% entre avril et décembre 2013. Une dégringolade qui devrait engendrer de lourdes pertes pour l'ensemble de l'année.
Voilà, game over pour la Game Boy, ou le Game Boy d'ailleurs. Hein. Mais toujours beaucoup d'amateurs, de fidèles, dont fait partie notre invité, un invité exceptionnel et une interview 100% geek. Nous sommes en ligne avec 2080. Bonjour 2080. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes compositeur électro avec des consoles de jeux. En 2 mots, ça signifie quoi ? Alors ça signifie que j'utilise à la fois des synthétiseurs classiques et un ordinateur, mais aussi des consoles de jeux comme la Game Boy, comme la Mega Drive, le Commodore 64 pour comme faire instrument de musique. Voilà, ce qu'on appelle la chiptune. D'accord. Alors on va parler de la Game Boy, hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il existe un vrai marché de la nostalgie aujourd'hui, la nostalgie des jeux vidéo des années 90 ? Bah oui, bien sûr. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'événements autour de ça, des festivals, une économie de l'occasion, mais aussi de la collection. On voit des ventes aux enchères où les prix explosent. Oui, il y a réellement une économie autour de ça. Et pour vous, la Game Boy a joué un rôle majeur, un rôle de pionnier dans l'évolution du secteur ? C'est la mère des jeux sur smartphone aujourd'hui ? Clairement, c'est ce qui a lancé le jeu portable et cette envie d'avoir avec nous en permanence des jeux vidéo qui nous accompagnent tout en étant très pratique parce qu'on pouvait changer les jeux par rapport au Game & Watch qu'on pouvait avoir avant, mais il n'y avait qu'un seul jeu. Ouais, elle aura éduqué en quelque sorte une génération de loisirs, hein, de portables et de qualité. Voilà. Ouais. Alors la Game Boy, ce sont aussi des titres phares, hein, Mario, Tetris, Zelda, Paperboy. Ils survivent à la Game Boy, on les retrouve sur tablette aujourd'hui ? Oui, on les retrouve sur tablette, mais force est de constater que la jouabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais l'effet nostalgie fait qu'ils ont quand même un petit succès à la vente, quoi. En tout cas, il y a un vrai héritage Nintendo Game Boy, tout ça. Bien entendu, bien sûr. Alors un mot sur Nintendo, justement, on a le sentiment aujourd'hui que c'est un groupe à la traîne. Est-ce que l'innovation, ça ne suffit plus finalement pour Nintendo ? C'est une bonne question. En tout cas, effectivement, avec leur Wii U, ils suivent un petit revers. Mais à mon avis, avec tout ce qu'ils ont engrangé avec la Wii et avec le succès de la 3DS, ils n'ont pas tellement de soucis à se faire. Ça reste une marque qui est connue aujourd'hui des nouvelles générations. Alors, nouvelle génération, la toute nouvelle génération, PS4, Xbox One, on ne peut pas vraiment dire que la Wii U en fasse partie, mais Nintendo reste un acteur majeur et un faiseur de jeux inégalable. Ouais, un nom encore. Merci 2080 d'avoir répondu à nos questions et on va passer au Media Watch. Et une revue de presse marquée par la journée de la Terre. Faudrait-il l'instaurer tous les jours ? Des réflexions sur le devenir de notre planète. Et le nucléaire fait partie de ces réflexions. Le Dalai Lama a lui aussi son idée sur le sujet. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors le Dalai Lama est pour l'énergie nucléaire. Exactement. Donc à l'occasion d'un déplacement au Japon, le Dalai Lama a expliqué qu'il n'était pas opposé à l'énergie nucléaire puisque selon lui, elle permet de fournir de l'électricité plutôt bon marché aux populations les plus démunies et donc indirectement de réduire les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, alors que les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, ne sont pas encore assez évoluées, pas assez performantes pour pouvoir répondre aux besoins des pays en développement. Et on parle de la France, Johanna, où les traders gagneraient en moyenne 1 million d'euros par an. Oui, environ 968 000 euros pour les traders de la BNP Paribas et autour de 823 000 pour ceux de la Société Générale, selon une étude menée par Le Parisien aujourd'hui en France. Alors certes, ces sommes sont fortement taxées, mais c'est quand même plus de 700 fois le SMIC net mensuel qui est actuellement à 1 128 euros. Et si les traders gagnent autant, c'est principalement grâce à leurs bonus, ces rémunérations variables qui leur sont octroyées en fonction de leur performance et qui représentent en général 2 à 3 fois la partie fixe de leur salaire. Et puis 1 km, ce sera la hauteur du plus haut gratte-ciel de la planète. La construction débutera dimanche en Arabie Saoudite. Oui, elle s'appellera la Kingdom Tower, autrement dit la tour du royaume. Sa construction doit commencer donc dimanche prochain, le 27 avril, dans la ville de Jeddah en Arabie Saoudite. Et si les travaux n'ont pas encore commencé, les chiffres donnent déjà le vertige. Donc 1 km de hauteur, 200 étages reliés par 59 ascenseurs et une superficie de 530 000 mètres
carrés. Et pour tout ça, il faudra 80 000 tonnes d'acier, 500 millions de mètres cubes de béton et un budget de 1,23 milliard de dollars, ce qui représente un prêt de 900 millions d'euros. À savoir aussi que le projet a été confié à une des plus grandes entreprises de BTP du pays, qui est Ben Laden Group, et qui a été fondée donc par le père d'Oussama Ben Laden. Espérons que le rapport s'arrêtera là. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un gros plan notamment sur le grand rendez-vous de l'automobile. C'est à Pékin. Restez avec nous, l'information continue.